Alors, on a choisi un titre un peu différent, un peu moins explicite que d'habitude, pour ce Sonoscope, qu'on a nommé Backslash. Backslash, ça évoque quoi pour vous? Comme ça, a priori, le mot backslash. C'est une touche d'ordinateur, donc ça parle un peu des ordinateurs. C'est la même chose qu'anti-slash. C'est la même chose qu'anti-slash. Un peu les années 80, ouais. Alors toute l'idée c'est que le slash c'est vraiment quelque chose qui a été vulgarisé par l'usage du web, parce qu'il y avait au début tous ces slash. C'était aussi un symbole, le slash, de passer d'un monde à un autre, plein d'espoir. Je ne sais pas si vous êtes un peu nostalgique du web des débuts, où il y avait des pages MySpace d'artistes plus ou moins délirants, où on disait ce qu'on voulait sur des forums, où on n'avait presque pas de pub, presque nulle part, où c'était cool d'aller sur Google plutôt que d'aller sur Yahoo. Enfin tout ça, tout cet univers de liberté qui entourait le web à ses débuts. Et pour contrecarrer ça, parce qu'aujourd'hui le web, on en est un peu nostalgique de cette période-là, c'est plus vraiment ça, on a utilisé la touche backslash, donc qui est un peu l'inverse, un retour de flamme, qui est aussi pour les programmeurs la manière de fermer une balise, donc c'est peut-être une époque qui se ferme, ou qui est aussi symbole d'une bifurcation, peut-être qu'on va vers autre chose que le modèle de croissance exponentielle que nous a exposé le web jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer d'être un peu plus explicite maintenant que je vous ai montré l'idée. C'est nostalgie par rapport au web qu'on a connu au début des années 2000. Elle s'exprime aussi, elle se cristallise aussi sous forme d'une frustration, voire d'une petite colère par rapport aux nouveaux monopoles qui sont créés. Au début, les gens voyaient Internet comme l'Eldorado, il y avait beaucoup de liberté de ton, c'était complètement décentralisé, chacun avait sa place et cette place n'était pas payante. Donc c'était un peu l'inverse du broadcast traditionnel et on a souvent opposé le broadcast avec le network. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces débats-là à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le web est toujours un Eldorado? Est-ce que c'est pas devenu un broadcast? Il y a de quoi en douter un petit peu. Pour beaucoup de gens, la différence entre un broadcast type TF1 ou CNN et Internet, elle est beaucoup moins évidente qu'avant. Ça semble peut-être bizarre de dire ça, mais si on regarde ce qu'on appelle les GAFA, je ne sais pas si l'expression GAFA est commune pour tout le monde. Non. Alors dès qu'il n'y a plus de liberté, cette liberté, ce trafic, il a été capté en général par un oligopole qui en tire une rente, c'est le cas dans beaucoup de marchés. On ne s'y attendait pas sur le web, mais ça a été aussi le cas sur le web. Et un des noms qu'on donne à cet oligopole, c'est GAFA, pour Google, Amazon, Facebook et Apple. Voilà. Alors, ces quatre-là, à eux, ils représentent 300 milliards de chiffre d'affaires. C'est à peu près le PIB du Danemark. Ils ont 3 fois plus de productivité que n'importe quelle autre industrie. Vous avez 3 fois plus de productivité que n'importe quelle autre. Soit vous êtes très intelligent, ce qui est un peu le cas, soit vous avez un petit peu une rente, comme dans le cas du pétrole. Et c'est un peu un mélange des deux. Ils ont acquis des positions dominantes qui leur donnent souvent le rôle d'un acteur de rente dans l'économie du web. Et ensuite, ils captent 50% de tout le trafic de type transactionnel, alors en tirant profit directement ou indirectement, par commission ou pas, mais qui se fait aujourd'hui sur le web. Donc vous avez un milieu qui est en fait extrêmement concentré, ce qu'on voit comme cool, hippie, californien. En fait, c'est devenu, au fur et à mesure du temps, un des secteurs économiques les plus concentrés, les plus oligopolistiques qui puissent exister, au point que même les régulateurs se mettent à flipper un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le débat sur la neutralité du web, qui est intéressant, donc qui est décrit dans le scope. Obama s'est beaucoup battu pour ça, donc c'est pas un débat très facile à expliquer, donc c'est pas super médiatique, mais pourtant ça faisait rage. Le web, il a toujours été considéré comme un bien commun, comme l'eau, l'air, n'importe quoi, un bien qui appartenait à tous, où tout le monde pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Et devenant de plus en plus marchand, devenant de plus en plus commercialisé aussi, parce que maintenant votre share of voice, elle est beaucoup dépendante de votre budget, et étant tenu par quelques gros acteurs qui, par concentration, rachètent beaucoup d'autres ou contrôlent ce qui reste, et bien on s'est demandé si le web n'allait pas devenir un bien privé, un outil commercial qui serait partagé de manière syndiquée entre acteurs. Et donc est-ce que le statut du web allait rester dans le bien commun ou allait passer sous gouvernance privée? C'est tout le débat sur la neutralité du web. Donc c'est un assez gros débat.
alerte qui fait que cette crispation, elle se ressent aussi au niveau de la régulation. Seconde alerte, les Anglais qui voulaient créer une taxe. Les Anglais veulent créer une taxe, on regarde un peu plus près, qui s'appelle la Google Tax, qui n'était pas simplement destinée à Google, mais à tous ces acteurs du GAFA et du GAFA étendu, en s'apercevant que, en plus de capter une grande partie de la valeur, ils étaient très peu taxés. Ça aussi, c'est un symbole de gens qui étaient source de liberté, d'indépendance, d'un nouvel espoir pour la société, et qui passent du rang du super méchant. Le nouveau Microsoft, avant tout le monde disait Microsoft c'est un oligopole, c'est super méchant, etc. Le nouveau Microsoft, c'est Google. Le nouveau Microsoft, c'est Facebook. C'est vers eux que se focalise l'attention du régulateur et une certaine part de mécontentement aussi du grand public, plutôt que vers Total ou Microsoft, comme ça peut être par ailleurs. D'autant que Total, depuis aujourd'hui, a éliminé certains comptes des paradis fiscaux. Ça va faire un petit tiers, mais bon, un petit cinquième, mais bon, ça fait bien pour la retraite. Donc voilà, c'est devenu second signal important. Et le troisième signal qui peut-être est plus local, plus anecdotique, mais qui moi m'a beaucoup marqué, qui est aussi récapitulé dans le scope, c'est le CSA qui commence à dire à propos d'Internet que peut-être qu'il faudrait penser un peu à la diversité. Donc le CSA, qui est normalement pour l'audiovisuel, donc typiquement pour le broadcast, qui se met à dire, parce qu'il voit se répéter les mêmes schémas au web, faites attention, en fait aux gens, vous ne leur donnez que ce qu'ils cherchent, et en fait vous prétendez que c'est ce qu'ils cherchent, mais en fait c'est ce que les autres recherchent, et ce que les autres recherchent, c'est ce qu'on leur a exposé, c'est-à-dire de l'espace payant. Je suis clair ou pas? Tout à fait. Toute l'illusion de liberté du web, c'est qu'en fait, le contenu qui vous est affiché sur Google, sur Amazon ou autre, dépend des requêtes des utilisateurs. Okay. Ce qui est le plus cherché par les autres, c'est ce qu'on vous présente. C'est comme ça qu'on trouve la pertinence d'un lien Google. C'est comme ça qu'on vous affiche un produit en premier sur Amazon, etc. etc. Jusque-là, on est d'accord? Donc toute l'idée, c'est que c'est une grande démocratie à la base, où en fait, remonte sur le web, et le plus médiatisé, ceux qui est le plus sollicité. Ça a été le cas pendant longtemps. Okay. Et c'était très bien, parce que ces gros sites captaient une grande partie du trafic, et grâce à ça, ils avaient une espèce d'immense vote populaire qui remontait. Sauf que quand vous captez une grande partie du trafic, à un moment donné, vous vous dites « Ah, ça serait pas mal de le monétiser un petit peu ». Et vous commencez à monétiser la share of voice. C'est-à-dire que celui dont on va le plus parler, c'est pas celui qui a le plus de choses intéressantes à la base à dire, mais celui qui paye le plus pour ça. Okay. Donc c'est Google AdSense, c'est Facebook, où si vous gérez une page, vous verrez que la plupart du temps, c'est partagé à entre 5 et 10% de votre audience, sauf si vous payez. Et c'est le cas pour aussi la censure, par exemple, d'Apple sur l'iTunes et le ranking qu'ils en font en fonction des gens. Okay. Donc, in fine, ce système qui remontait à partir de ce qui était intéressant, les choses en haut des pages, le plus visible, le plus promu par le web, ce système-là, il a été en quelque sorte gangréné parce qu'à la base, ce que les gens voient le plus, c'est ce qui a payé pour être vu le plus souvent. Donc au final, on vous dit, vous allez voir ce que les gens ont aimé, mais les gens, ils ont aimé ce qu'on leur a montré de manière payante. Donc vous rentrez dans un espèce de système où finalement, c'est une illusion de démocratie. En fait, vous avez affiché devant vous le résultat, par l'intermédiaire un peu artefact de ce vote démocratique ou cette sélection crowdsourcée d'informations. Elle est crowdsourcée peut-être à la base, mais comme on a mis l'accent sur ceux qui ont payé, cet accent est amplifié en caisse de résonance, et on a tous les mêmes choses sur notre Facebook, et on a tous la même première page Google quand on cherche sur des mots-clés donnés, et on a tous les mêmes produits qui sont mis en avant sur Amazon, et qui sont ceux pour lesquels, parce qu'il y a aussi de la pub sur Amazon, les marques ont fait de la publicité aujourd'hui. J'exagère un peu, mais j'exagère à peine. Si la share of voice, du coup, malgré cet artefact, dépend de votre budget, vous êtes un broadcast. Donc toute l'idée que l'information allait remonter suivant sa pertinence, si vous introduisez du cash dedans et de plus en plus de cash, vous la cassez, elle vous sert juste de paravent démocratique, mais dans le fond, c'est celui qui a payé qui est le plus affiché, et il n'y a pas de grande différence entre TF1 et Facebook. Okay. Donc ça c'est un résumé un peu peut-être caricatural, mais pas tant que ça, et ça se cristallise de plus en plus quand on voit que par rapport à ces messages-là, les contraintes qui étaient celles du broadcast avant apparaissent aussi. Vous n'avez plus le droit de montrer des tétons sur Facebook. Donc vous pouvez payer et donner un certain type de message. Donc ça commence par le téton, on ne sait pas où ça finit. Apple
se met comme un broadcast. Il dit ok, moi j'ai envie de faire passer ce groupe, j'ai envie de faire la promo, je vais balancer sur tous les téléphones le dernier album de YouTube. Un comportement typique de broadcast, typique du monde d'avant, mais qui est très tentant une fois que vous avez un grand monopole d'audience. Ok, un autre exemple sur Amazon qui se met à être producteur. Donc là, encore une fois, c'est exactement la même chose. Vous étiez passé dans des tas de plateformes, marketplace qu'on a promu ici, qui est un aspect très intéressant d'Amazon. Mais d'un autre côté, vous dites, purée, toute cette audience, si j'en tirais du cash directement, ok, donc je vais me mettre à produire et après je vais toucher. Exactement comme fait un podcast. Pour moi, cette différence-là, pour beaucoup, elle est assez fondamentale, parce que l'intérêt du net dépérit un petit peu. Okay, si à un moment, ce qui a été simplement vendu en espace publicitaire, et si finalement j'ai un message qui est aussi cloisonné que sur les chaînes de la réalité, beaucoup de promesses du web disparaissent. Et le dernier point qui nous concerne un peu, parce que chez nous on a un média, et j'ai pas encore écorché trop Google dans ce mois-là, c'est Google sur les sujets. On a l'impression qu'il y a plein de sites, qu'il y a toute une diversité de sujets. Ok, et que Google, on l'attaque beaucoup parce qu'il reprend sans payer des articles de presse. Ok, ça c'est un débat technique. Dans le fond, ça ne me dérange pas si Google promeut du contenu qui a été produit par des journalistes, met en avant la capacité de la presse à sortir des sujets. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe, et c'est ça qui est plus dangereux dont on ne parle jamais, c'est que la plupart des sites d'information que vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher sur Google les mots-clés les plus recherchés, et c'est ça qu'ils transforment en éditorial pour vous repousser. Okay, donc quelque part, Google donne un peu la ligne éditoriale d'énormément de sites, d'énormément de brand content aussi, d'énormément de tendances marchandes aussi, parce qu'on va se baser sur ce que cherchent les gens sur Google pour leur redonner exactement ce qu'ils veulent. Donc en fait, c'est du marketing perpétuel, du pré-mâché perpétuel de ce que les gens ont cherché et qu'on leur redonne. Et là-dessus, le CSA a un peu raison. Si on ne cesse de vous donner ce que vous recherchez, et de manière de plus en plus pointue, de manière de plus en plus ciblée, et bien finalement, c'est une espèce de fermeture dans laquelle, au fur et à mesure, on avance, et qui ne vise qu'à optimiser au maximum les revenus qu'on peut tirer de vous, et surtout, de vous enfermer dans un énorme funnel d'achat, où du moment que vous rentrez dans Google, finalement vous rentrez dans un processus d'achat qui va vous amener à une cash machine derrière. C'est fou de penser à Internet comme ça, mais c'est ce que c'est un peu devenu. Okay, donc bon, après il y a beaucoup d'optimisme aussi qu'on peut avoir par rapport à ces histoires, parce que tout le monde s'en a aperçu, tout le monde s'aperçoit que les mêmes sujets dans la même journée, ils sont sur un grand nombre de médias web. Tout le monde s'aperçoit que ce contenu, il n'est jamais là par hasard. C'est toujours quelqu'un qui, à travers un communiqué de presse, a payé, ou à travers une promotion spéciale, a payé pour que ce sujet rebonde sur Google et que du coup, soit dispatché sur tous les médias. Donc c'est une mécanique infernale, tout le monde la voit un peu, et de plus en plus de gens commencent à avoir une posture décalée par rapport à ça. Alors nous, notre manière d'être décalé, c'est de traiter des sujets que personne traite, comme celui-là, même si ça aurait été plus marrant de faire la génération Z, ou pourquoi le e-commerce va être chamboulé par le mobile. Voilà. Ensuite, il y a d'autres manières d'être décalé, de créer un nouvel Internet. Alors, pour tous les GAFA, vous avez des équivalents. On vous en montrera, il y en a beaucoup dans le Oscilloscope, Alexis vous en montrera quelques-uns. Des gens qui s'amusent à craquer Amazon, des gens qui font Hello face à Facebook, qui font DuckDuck face à Google, donc proposer une alternative. Et il y a aussi, dans le comportement des gens, une saturation vis-à-vis de ce discours marchand sur le web et de nouvelles postures qui commencent au tout début à dire je veux un adblock, à dire je vais passer en navigation privée, à dire je vais commencer à voir quelles sont les solutions de cryptage assez faciles pour mon téléphone ou pour mes emails, même dans le présent public. Et à l'autre opposé du curseur, vous avez des icônes qui naissent dans cette protestation, que sont typiquement Snowden, dont on a fait un film qui est sorti hier, qui s'appelle Citizen 4, et que dynamite carrément de l'intérieur ce qui est devenu la digitalisation, c'est-à-dire potentiellement un grand système de surveillance et de traite de vaches que sont les internautes. Ça va à peu près? Vous êtes d'accord ou pas? Je force le trait au maximum, parce que c'est le matin, il faut que j'ai quelque chose de... Mais la question est de se dire, aujourd'hui quand je vais sur Internet, est-ce que j'ai plus l'impression de passer la porte d'un Auchan ou de rentrer dans un parc d'attractions pour vendre où vous pouvez faire tout ce qu'on voulait? J'ai tendance à dire que je rentre chez Auchan. Même si j'aime bien Auchan, mais ça me fait un peu mal au cœur. Oui? Est-ce vrai, dans ce sens-là, est-ce qu'il est vrai aussi pour un pays comme la Chine
la Chine, ce constat? Alors, la Chine, on dit qu'ils ont tout fermé, et donc ils ont fait leur système à eux, et leur système à eux est quand même un peu un copier-coller de tout ce qu'on a fait chez nous. Okay. Ils ont fait leur système bancaire, non? Je dis une bêtise? Non, ils ont mis des barrières autour d'Auchan, mais c'est tout. Voilà, ils ont mis des barrières autour d'Auchan. Vous ne pouvez pas payer avec une Mastercard, mais avec leur carte. Vous ne pouvez pas aller sur Facebook, mais sur si ce n'est qu'il y a une petite touche. J'espère que votre chinois dans la salle, mais je ne sais pas s'ils seront vraiment désaccord avec moi. Il y a une petite touche d'ajustement gouvernemental dans les sujets qui sont poussés ou pas, ou les interdictions qui sont poussées ou pas. Mais bon, c'est le truc de Chomsky, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de quelqu'un en haut qui donne l'ordre de censure, ou est-ce que l'autocensure, elle se fait d'elle-même? Quand on voit que Facebook commence à censurer un certain nombre de messages en dehors des tétons, de messages qui sont politiquement incorrects sur des conflits en cours, ou des messages trop radicaux, la censure se fait un peu d'elle-même par ces opérateurs-là, sans qu'il y ait besoin d'un opérateur de censure central. Donc oui, à mon avis, c'est à peu près un copier-coller avec d'autres acteurs et un peu plus politiques, mais je crois qu'ils n'ont jamais connu la phase de liberté totale du web. Ce n'est ceux qui sont gardés. 100 000 personnes qui vérifient que l'autocensure fonctionne bien. Voilà. Des Mais bon, vous avez aussi beaucoup de modérateurs sur Amazon, sur Facebook, etc. Je ne veux pas stigmatiser plus que ça la Chine, mais c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on n'a pas forcément énormément de leçons à donner. Alors je sais que c'est un peu anti-sexe tout ce que je viens de dire, je sais qu'on a l'habitude de parler du web comme un champ de liberté pas possible, où tout se développe très vite. En fait, il est en danger, parce que si vous passez en broadcast, vous rentrez en danger par rapport à ça. De plus en plus de gens sont méfiants par rapport au web, sont déçus de cette promesse du web, et donc pour qu'ils ne meurent pas, eh ben, il y a des gens qui, à l'intérieur du système, commencent à inventer des alternatives, comme j'ai dit, et c'est ces divers types de populations qu'on a essayé de vous présenter sur le mapping. On passe rapide là-dessus. Alors, comment on a fait ça? Comment on a fait ça? On a essayé de ne pas faire de recherche Google justement pour faire ça, parce que sinon je ne vous aurais jamais tenu le propos que je viens de tenir ici. Nous, ce qu'on fait en permanence, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui spotent pour nous ce qu'ils trouvent d'intéressant sur le web. Donc c'est de l'anti-algorithmique, de l'anti-budgétisé, parce qu'on ne peut pas avoir de share of voice payante chez nous. Donc voilà, c'est des gens qui remontent de l'information qu'ils trouvent intéressante, qui s'appellent les éclaireurs. Ils font juste spotter et ils disent rien. Nous, on rend tout ça dans une base pour le distiller au fur et à mesure du temps. Donc à chaque fois qu'une innovation, qu'une info intéressante rentre, on dit à quelle aspiration sociale ça correspond, dans quel secteur, pourquoi. Et donc en ayant cette base distillée, on peut voir émerger des phénomènes comme celui-là, comme ce mouvement de contestation, comme cette contre-culture digitale, qu'on a appelé backslash, et on se dit, on va creuser un peu plus, le formaliser et l'illustrer. Donc comment on le formalise? On va faire de l'analyse qu'on appelle l'analyse factorielle, où on va prendre une extraction de la base qui correspond à tout ce mouvement-là, en faire un screening intelligent où on regarde les corrélations et les anticorrélations entre les valeurs et les innovations, et on aura une photographie qui ne représentera pas tout le mouvement, mais qui représente le maximum de ce qu'on peut représenter de ce mouvement à travers une carte factorielle. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour le Sunoscope, mais de manière quotidienne, on fait aussi cette analyse-là pour nourrir le site. La newsletter, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, il faut vous inscrire, c'est entièrement gratuit, et pour des études sur mesure qu'on fait après pour aborder une problématique donnée pour un secteur donné. Voilà. Ça résume assez bien, donc ça j'en ai parlé, et si on va sur le mapping, qu'est-ce qu'on observe? On observe quand même plutôt les gens sur la gauche que sur la droite, les gens qui ont plus une posture défensive par rapport à ce phénomène qu'une posture active. Défensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens en sont conscients, ils ne vont pas nécessairement agir contre. Ils vont plutôt un peu être vigilants sur certains points. Okay, donc vous avez tout ce qu'on appelle les valeurs défensives ici. Il faut savoir raison garder, il faut être sage, il faut regarder le sens des autres, avoir une certaine autodiscipline. Donc c'est un certain bon sens d'une majorité silencieuse qui trouve qu'en effet, c'est insupportable d'être targeté en permanence, qu'en effet, on retrouve toujours, quel que soit le site, le même contenu, qu'en effet, il n'y a pas autant de diversité qu'avant, et qui va trouver des petits moyens à son échelle, comme le adblocks, comme le cryptage ou autre, pour petit à petit commencer à s'en protéger et aller voir ailleurs. Okay. Donc ça, c'est quand même la grande majorité des gens qui, face à ce problème, n'ont pas encore vraiment d'outils
pour réagir. Voilà, on s'est dit ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu plus attention. Et on est un peu plus défensif par rapport au web qui semblait inoffensif jusqu'à maintenant et à qui on donnait beaucoup de données, sur lesquelles on agissait avec beaucoup de liberté. Ensuite, si on va un peu plus du côté de la résistance active, vous avez les néobabs. Alors, ce qu'on a appelé les néobabas, c'est ceux qui se cristallisent leur attention sur la neutralité du web. À savoir, si c'est un bien commun, il faut le garder, et si c'est possible, éviter toute forme de censure. Donc, c'est les gens qui sont pro-liberté, et cette liberté, elle est en danger sur le web, donc ils vont trouver des manières de contestation ou d'autres modes d'expression qui font que cette liberté fondamentale, elle est un minimum protégée. Il y a ce qu'on a appelé les cryptomanciers qui, eux, sont plus que sur la liberté d'expression, sur leurs droits individuels. Donc c'est deux formes de contestation. Je m'aperçois que mes données sont de plus en plus analysées, que ma privacy est en danger, et que de manière générale, le système est gouverné par ceux qui ont ces informations et captent ces informations. Donc, typiquement, c'est la TR de la NSA. Typiquement, c'est les doutes aussi vis-à-vis du cloud, où, ok, je vais mettre toutes mes données, on va pouvoir analyser toute ma vie, et potentiellement en un clic la supprimer. Donc, je vais me créer un cloud local chez moi, comme avec Lima, vous connaissez peut-être, une startup française qui a levé plus d'1 million de dollars sur Kickstarter, où eux se sont dit, ben, vous allez avoir un cloud, mais il sera géré chez vous, sur un petit disque dur, juste avec un petit device. Il ne sera pas sur le Google Drive ou sur Dropbox. Voilà. Tout un tas de techniques comme ça, qui font que ben, je vais un peu crypter ma vie pour m'en protéger. Et je ne vais pas simplement faire un peu attention, je vais mettre en place un système de barrage pour que ben, mes droits soient préservés, alors qu'eux, ils sont plutôt sur de trouver d'autres manières de préserver ces libertés d'expression étant sur le web. Et enfin, les affranchis, c'est ceux qui combinent un peu les deux et qui créent de nouveaux outils, créent de nouvelles plateformes qui sont en général sans publicité, sans captation de données, et avec un minimum de dépendance vis-à-vis de ces gros acteurs, sachant que si vous êtes une marque, la dépendance vis-à-vis de Facebook et la dépendance vis-à-vis de Google deviennent des critères quand même assez importants dans la sécurité de votre business ou de votre business tout court sur le web. C'est assez rigolo, je pense que ça devrait rentrer dans les rapports financiers. Quelle est ma Google Dependence? Pourquoi? Parce que c'est un facteur de risque énorme. Hein. Le jour où Google décide de doubler ses tarifs, bam, en plus de moitié. Le résultat est de la même manière sur Facebook. Si changez vos paramètres, si Google décide de changer la loi, bah, ça change la loi de votre business aussi. Donc ces gens-là ont créé, par exemple, Hello, je ne sais pas si vous l'avez vu passer d'une manière ou d'une autre, E-L-L-O. Non, parce que pour moi, c'est la manière dont les Français prononcent le vrai Hello. Hello. Non, vous n'avez jamais vu? Très rigolo. Ça s'est créé en contestation de Facebook, mais juste à côté de la maison de Facebook, hein, en pleine Silicon Valley. Les gens ont dit, ben, on va faire un Facebook, mais auquel les marques n'auront pas accès, où il n'y aura pas de publicité, et qui retiendra un minimum d'informations sur ses utilisateurs. Et donc, si vous vous loguez, alors au début c'était par invitation, parce qu'ils ont eu des afflux énormes. Hein. Il y avait 50 000 personnes qui voulaient toutes les heures s'inscrire sur Hello par marre de Facebook. Donc, quoi, ce qu'on raconte là n'est pas tout à fait marginal. C'est encore marginal, mais c'est pas non plus ridicule. Et du coup, il est en train d'exploser comme un réseau social alternatif. Tous les moteurs de recherche alternatifs à Google qui traquent vos données et qui n'ont pas de publicité AdSense, comme ça la recherche redevient basée sur la pertinence, et tous les systèmes d'exploitation libres pour téléphone, par exemple avec le Fairphone, qui par rapport, c'est pas celui-là, ça c'est le dernier téléphone à clapet de France, qui, comme le Fairphone ou d'autres, ils disent on va sortir de ce système-là, traditionnel de iPhone et Android pour créer un nouvel device physique, parce que cette problématique-là, c'est le mot de la fin avant de passer la parole à Luc Balleroy, cette problématique-là, elle a l'air de toucher que le web, mais si le web est partout et tout le temps, on dit tout le temps, et ce qui est vrai, dans les objets connectés, dans votre voiture, dans votre maison, dans tous les devices que vous avez, et bien, du coup c'est une problématique qui devient globale. Hein. Où va me guider mon GPS? Que va faire ma maison pour que je me sente bien ou moins bien? Okay. Que va me dire un magasin quand je rentre à l'intérieur et me conseiller des produits? Ou quel film va me diffuser Netflix si soi-disant il connaît mes goûts et soi-disant il n'a aucune censure? Okay. Donc tout l'univers dans lequel on vit, en étant peuplé par le web, si le web est hacké de l'intérieur,
par ces oligopoles, là c'est notre vie qui est un peu hackée de l'intérieur. D'où la résonance que peut avoir ce type de mouvement pour les années à venir. Voilà. C'était la phase d'introduction. Après, il y en a beaucoup plus dans le scope. Hein. C'est la phase d'introduction. Je laisse la parole peut-être à Luc Balleroy, qui nous a fait le plaisir de mener l'étude pour savoir ce que ça voulait dire concrètement aujourd'hui, en dehors de ces extrapolations, pour les gens, d'avoir une méfiance vis-à-vis du web. Merci Yann. Merci. Donc, nous, on a interrogé des Français pour savoir effectivement ce qu'ils pensaient de la neutralité du web. Effectivement, derrière tout ce qu'a dit Yann, derrière la neutralité du web, il y a l'idée à la fois effectivement de liberté et l'idée de gratuité. Sans que vous avez souvent entendu parler de cette phrase, c'est si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Et effectivement, le web, il pose cette question-là. C'est si je ne paye pas, c'est quoi le modèle économique des acteurs qui sont derrière? Parce qu'effectivement, ça pose quand même la question, et même d'ailleurs, Hello se posera probablement un jour la question, c'est gratuit, mais comment je fais si je ne fais pas payer pour continuer ma viabilité? Alors, qu'est-ce que pensent les Français de la neutralité du web? La première chose qu'on leur a demandé, c'est est-ce qu'ils en avaient entendu parler, est-ce qu'ils pourraient en donner une définition précise? Alors pour ça, oui, c'est vrai. Peut-être une question. Oui, il y a une appel qui peut À l'ancienne. Ah, ça fait bien. Donc on a réalisé ça sur un échantillon de 1000 personnes. On a fait ça il y a à peu près un mois et on les a interrogés par Internet. Donc avez-vous entendu parler de la neutralité du web? Alors on a un chiffre là, effectivement, qui est assez costaud, hein, 28% disent qu'ils ont entendu parler de la neutralité du web, donc on se répète, c'est plus un sujet marginal, parce que les Français en ont entendu parler, mais la réalité quand même, derrière tout ça, c'est qu'il n'y en a que 4% qui nous disent « oui, j'en ai entendu parler, et je pourrais en donner une définition assez précise ». On leur a pas demandé, on voit bien, peut-être la peur qu'on leur pose des questions de manière plus précise, 4%. Donc voilà, un sujet qui est dans l'air du temps, mais aujourd'hui, pour lequel, effectivement, il y a un contenu assez imprécis. Mais pour autant, c'est un sujet hautement sensible, parce que quand on leur pose la question, trouvez-vous normal que vos données de navigation sur Internet soient conservées et parfois vendues à des fins commerciales ou publicitaires, 79% disent que ce n'est pas normal que ça se passe ainsi. Donc on voit bien, hein, là, il y a une forme de rejet, et c'est ce que tu exprimes d'ailleurs dans tes mappings, face à cela. Et il n'y en a que 10%, 11% qui nous disent oui, car cela permet à la plupart des sites d'être gratuits. Hein, c'est-à-dire l'acceptation finalement implicite que c'est gratuit, mais on utilise mes données, donc j'accepte finalement ce compromis. Ce compromis, il est assez peu accepté en fait quand on rentre dans le détail, ce qui n'empêche pas les comportements actuels d'utiliser le web tel qu'il est, mais on voit bien qu'il y a une forme de rejet. De la même manière, quand on leur demande de ne pas savoir sur quel principe de sélection reposent les réponses qui vous sont données par les moteurs de recherche tels que Google, constitue-t-il un réel problème pour vous? On en a 61% qui nous disent qu'effectivement c'est un réel problème. Et quand même, on a quand même 37% qui nous disent non, plutôt pas, ils ne se sont pas encore totalement posé la question, mais 61%, ça commence effectivement à être 2 tiers des Français qui disent que c'est pas normal. Juste un exemple pour illustrer ce que disait Yann, quand vous tapez serrurerie, il faut savoir que si j'ai un problème avec ma porte, mon angoisse est de rentrer chez moi, donc ce qui compte c'est l'immédiateté de la réponse. Et donc je vais taper serrurier et je vais regarder les 3 premiers. Et si vous n'êtes pas dans les 3 premiers, c'est même pas la peine. Vous n'êtes pas sollicité. Et donc il y a une enchère qui est faite par Google sur le premier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le clic, c'est 80 €. Donc c'est pour ça qu'il y a une surenchère des serruriers, que du coup les prix d'intervention sont énormes, parce que c'est 80 €. C'est-à-dire à chaque clic, le serrurier paye 80 € pour un clic. C'est pas le clic d'un téléphone, il ne va pas encore téléphoner, il va juste cliquer. Donc voilà, 61% des Français nous disent effectivement c'est gênant. Et donc l'idée était de se dire, bon, ils trouvent ça gênant, ils trouvent ça problématique, mais est-ce que pour autant, dans leur comportement, ils sont aujourd'hui en train de chercher des moyens de contourner en tout cas de retrouver une certaine neutralité. Et il y en a quand même 45% qui nous disent qu'ils ont déjà recherché des moyens pour rendre anonyme leur navigation et leur comportement d'achat et d'expression sur le net. C'est ce qui exprime ton mapping, en disant, évidemment, ici, il y a des gens qui sont en train de rechercher, ici plutôt dans une défense globale du net, ici plutôt dans une défense individuelle. Voilà, 45% sont effectivement déjà allés chercher d'autres moyens, sachant que ces autres moyens sont assez limités. Il n'y a pas effectivement des systèmes comme AdBlock ou quelques moteurs alternatifs, y compris Yahoo, qui pour autant restent quand même aujourd'hui un peu moins performants que l'est Google. Alors, est-ce que pour autant,
les Français, face à ce qu'est le net aujourd'hui, se disent qu'il y a un net qui retrouverait une forme de gratuité, de liberté et de neutralité est possible. Il y en a quand même 67% qui nous disent oui, c'est une idée qui est réalisable et envisageable. Mais en fait, dans ce 67%, il y a deux populations. Il y en a une qui nous dit c'est une idée tout à fait réalisable si les internautes le veulent vraiment. 11%, on va dire les acteurs défensifs, donc 11%, ça commence à être un Français sur 10. Donc c'est pas négligeable. Puis quand même une grosse majorité qui nous dit oui, c'est envisageable, mais ça se heurtera à la puissance des lobbies en place. Et c'est d'ailleurs pour ça, je sais pas si vous avez entendu parler de l'OIP, c'est l'Open Internet Project, qui est un axe franco-allemand qui a pour but effectivement d'aller attaquer Google sur le fait qu'effectivement il est dans une position aujourd'hui une position dominante et abusive. Voilà, en fait il y en a quand même 56% qui nous disent ouais, mais les leviers en place vont faire que ça va pas être trop possible. D'où effectivement une part des individus qui sont prêts à se mobiliser pour que ça soit possible. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a une assez faible acceptation d'une contrepartie quand même. C'est-à-dire que cette notion de gratuité et de quête du modèle économique, finalement je trouve que c'est pas normal. Mais est-ce que je suis prêt à payer pour autant pour retrouver ma liberté? Alors, il y a deux façons de lire le chiffre, parce qu'on est quand même dans un contexte économique assez serré, les gens sont habitués à la gratuité du net, donc on en trouve quand même un peu plus d'un sur 10 qui nous dit moi je ne serais pas à payer, notamment par exemple pour profiter des services de Facebook ou de Google sans qu'ils utilisent mes données, qu'ils les conservent, etc. Donc 16% c'est pas négligeable, là pour le coup quand on parle de signaux forts ou de signaux faibles, on est sur un vrai signal, mais pour autant quand même la plupart seraient plutôt pas prêts à payer, le pas du tout 48%, le cœur moyen, 34. Qu'est-ce qu'ils font d'autre, ces Français? Est-ce qu'ils sont prêts, notamment sur un enjeu où la neutralité du web est aussi en question, est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour les téléchargements? Le problème du net aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on charge beaucoup de contenu médias type vidéo. On a beaucoup de vidéos notamment, que ce soit avec YouTube mais aussi Netflix, ce qui pose des problèmes de réseau, de capacité de réseau, il faut les financer. Alors les opérateurs disent il va falloir surtaxer. Qu'est-ce que finalement les Français sont prêts à payer là-dessus? Alors il y a plusieurs solutions. On leur disait soit finalement l'abonnement d'Internet il pourrait être fonction de l'usage que vous en faites, donc le prix de votre abonnement Internet serait calé dessus, soit ce montant reste le même, mais les fournisseurs d'accès verrouillent la capacité, la capacité d'usage, soit tous les abonnements augmentent. Bon, on voit bien que les abonnements augmentent, marche moyen, mais quand même, il y a 34% qui nous disent finalement, ça serait pas mal que on puisse payer en fonction de l'usage que l'on en fait. Donc, à nouveau, là, on retrouve, parce que l'enjeu, faire court, parce que le temps est un peu limité, mais les gros acteurs comme Netflix, comme YouTube, tendance à dire nous on va prendre les canaux et les capacités, parce que c'est quand même nous les plus gros acteurs, et puis le reste, tous les autres téléchargements, ils passeront derrière nous. Donc ça veut dire qu'à nouveau, c'est les sites qui sont en position dominante capteraient la majorité du trafic et la capacité du réseau, et puis les autres se retrouveraient un peu marginalisés. Donc 34% qui disent moi je suis prêt à payer en fonction de mes capacités. Alors quel impact sur les GAFA? Alors évidemment cette question-là, on ne va pas poser à la fin, parce qu'après avoir posé on va poser une question, on va les poser en amont du questionnaire. Quelle image ont finalement aujourd'hui les Français de ces acteurs? Première chose qu'ils nous disent, ces acteurs sont incroyablement innovants, ils ont largement contribué à démocratiser l'usage d'Internet. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ces acteurs ont contribué à démocratiser Internet. Aujourd'hui, s'ils sont si performants et si puissants, c'est parce que leurs systèmes, leurs applications ont extrêmement simplifié, sont extrêmement performantes et simplifient mon usage d'Internet. 81% sont d'accord avec ça. Pour autant, c'est une image assez paradoxale et qui est un vrai enjeu d'ailleurs pour ces acteurs aujourd'hui. 82% des Français, avec vous voyez un pourcentage tout à fait d'accord assez fort, et 46%, nous disent l'optimisation fiscale que pratiquent ces entreprises est choquante compte tenu de l'importance de leurs bénéfices annuels. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faudrait lutter contre ces monopoles qui exercent ces entreprises afin de préserver la liberté de choix des internautes. Donc on voit bien
si on fait un résumé global de ce qu'on vient de voir, c'est la neutralité du web. On en a entendu parler, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour autant, on est quand même assez sensible au global sur les enjeux. Une part est prête à payer, mais elle reste quand même assez minoritaire aujourd'hui. Ceci dit, il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour ces acteurs, qui sont Google, Amazon et tous ceux qui leur ressemblent dans leur façon d'exercer leur business sur le net. Un enjeu d'image important sur le fait qu'effectivement ils sont en position monopolistique, qu'ils ne jouent pas vraiment les règles de l'économie de marché par ailleurs, et que ça pose de vraies questions aux moins individus, ce qui veut dire qu'effectivement tous les nouveaux acteurs qui arrivent avec des solutions alternatives risquent d'avoir une vraie place et rechallenger peut-être cette position dominante avec, comme je le disais, notamment aujourd'hui l'OIP qui lutte beaucoup sur ça, la Commission européenne, et Barack Obama qui fait tout pour que ce ne soit pas le cas, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais pas si je l'ai là, j'avais là à l'instant, mais je l'ai vu. Son discours, c'était juste pour illustrer ce qu'avait dit Yann, ce qu'il a dit récemment. Ce qu'il a dit récemment, il a ajusté par ça, il a dit « Nous avons possédé Internet, nos sociétés l'ont créé, agrandi, perfectionné de façon à ce que les concurrents ne puissent pas rivaliser, et souvent, c'est ce qui est présenté comme ces nobles positions sur certaines questions et juste conçues pour défendre pour certains leurs intérêts commerciaux. » En fait, ça met en question tout ce qui aujourd'hui est fait au niveau de la Commission européenne pour lutter contre cet abus de position dominante. Nous avons possédé Internet et Internet est à nous, c'est un peu chaud quand même. Voilà. Merci. Alors on va continuer à se concentrer sur les gens, à se concentrer sur les comportements. Et on va venir maintenant rapidement, parce qu'il nous reste un peu moins d'une demi-heure ensemble, pour vous présenter certaines des innovations assez intéressantes qu'on a détectées dans le Sonoscope, autour de ces grands pavés de tendance que vous avez vus tout à l'heure. Alors, la première tendance dont je vais vous parler maintenant, c'est celle des défensifs que Gernel a évoqué tout à l'heure. Alors, il y a une chose intéressante à ce sujet, et Luc vient de l'évoquer, c'est cette question de simplification du web. Ok, ils ont participé à la démocratisation du web, tous ces acteurs, ils l'ont aussi simplifié, ils l'ont rendu extrêmement facile d'usage. Mais cette simplification, elle cache toute la mécanique qu'il y a derrière l'utilisation. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus dépendant. Je ne sais pas si vous connaissez un excellent bouquin qui s'appelle L'éloge du carburateur, par Matthew Crawford, un philosophe qui s'est finalement converti à la réparation de mobilettes. Et donc dans son garage de réparation de mobilettes, il explique comment la sophistication des appareils électroniques et le modèle qu'il utilise sur les voitures ou sur les motos peut totalement se porter sur le web. C'est qu'aujourd'hui, quand on a une panne, on a un voyant panne sur la voiture et on est obligé d'aller chez le garagiste parce qu'on ne sait absolument pas d'où ça vient. C'est une forme de simplification. On n'a plus à se préoccuper d'ouvrir le capot et de réparer le moteur soi-même. Et c'est exactement la même chose sur la question du web. C'est ce que nous dit Valérie Schaffer, la sociologue et spécialiste du web et du digital qu'on a interviewé pour cette édition du Sonoscope. Elle nous dit on peut être inquiet des usages qui sont faits du web, ce qui est le cas de ces défensifs. On peut être inquiet des usages industriels, commerciaux et autres, sans savoir ce qui se passe derrière le capot. Ça ne veut pas dire qu'on est technophobe. On fait quand même usage de ce web, mais avec une certaine inquiétude sur l'usage derrière qui en est fait par les marques. Et du coup, il y a des innovations qui naissent autour de cette tendance. Et là, vous avez un exemple d'une designeuse qui est basée aux Pays-Bas. Alors, vous savez maintenant que Tesco utilise des logiciels de reconnaissance faciale aux caisses et est capable de juger vaguement de votre âge, si vous êtes un homme, une femme, et éventuellement faire des recommandations publicitaires qui apparaissent sur des écrans. Bon, ça, évidemment, ça fait flipper toute cette partie d'usagers du web qui essaient de se prémunir un peu contre ces outils et qui ont créé, par exemple, un t-shirt comme celui-là. Donc, Real Face Camouflage, exactement, en fait, est un t-shirt qui vous permet de ne pas être identifié par les logiciels de reconnaissance faciale. Tout simplement parce que, alors je ne sais pas pourquoi elle a mis Michael Jackson, peut-être parce que le visage de Michael Jackson est encore plus complexe que d'autres, mais c'est en tout cas une sorte d'éclatement de visage qui figure sur le t-shirt. Du coup, les logiciels de reconnaissance faciale, pas les caméras bien sûr, les logiciels de reconnaissance faciale, ça ne fonctionne plus. Il y a plein d'innovations qui sont nées autour de ça ces dernières années, vous en avez peut-être vu, on en a déjà parlé sur son aussi, des bonnets qui contiennent une matière spéciale qui enclenche une sorte de
c'est pas de la science-fiction ce que je suis en train de vous raconter, je ne sais pas exactement quelle est la technologie derrière, mais une sorte de flash au moment où vous êtes devant une caméra, ce qui évite de véritablement identifier votre visage. Donc il y a des choses assez embryonnaires comme ça qui sont en train de naître, et ça fait partie des outils qui sont au service de ces consommateurs défensifs. Il y en a d'autres. Alors, il y a toute une vague en train de naître aujourd'hui autour, vous en avez certainement entendu parler, de la volonté de reprise de contrôle sur soi dans un moment de crise où on décide d'arrêter d'attendre des solutions qui viendraient d'en haut, du politique ou éventuellement des marques. Donc il y a d'ailleurs Attali, je ne sais pas si vous voyez le sous-titre du dernier bouquin d'Attali qui s'appelait « Devenir soi », mais c'était « Reprendre le contrôle sur sa vie », ou « Reprenez le contrôle sur votre vie ». Bon, il y a toute une vague autour de ça. Et dans le domaine du web, ça s'exprime de la façon suivante. Là, vous avez un exemplaire du bracelet Pavlov, qui est un bracelet qui vous envoie des décharges électriques quand vous passez trop de temps sur Facebook, qui est un moyen de vous aider à reprendre le contrôle, sur votre vie, surtout la gestion de votre temps. Alors vous pouvez, je vais vous montrer une vidéo, j'ai peur qu'on n'ait pas le son. Ah, eh bien, ok, la vidéo ne fonctionnera pas, mais pourtant ça fonctionnait hier. Alors je vous explique grosso modo comment ça fonctionne. Vous le programmez, il est lié à une application. Vous pouvez le programmer pour plein de choses en dehors du temps que vous passez sur Facebook. Vous pouvez le programmer pour faire du sport par exemple. Mais c'est notamment utilisé par les usagers du web. Il a fait l'objet d'une levée de fonds entre parenthèses sur Kickstarter qui a été un énorme succès et il devrait être commercialisé en avril 2015 pour avril de cette année donc, pour 215 €. Donc surveillez le truc, vous le verrez arriver. L'idée, c'est évidemment ça ne fonctionne qu'avec le mobile. Ça ne tient pas compte du temps que vous passez sur Facebook devant un ordinateur. Mais vous êtes sur votre mobile, vous avez le bracelet, vous décidez de le programmer avec l'application qui est liée à ça sur, disons, moins de 4 heures par jour sur Facebook, on va dire. Si vous passez 4h05 sur Facebook, le truc vous envoie une décharge électrique qui peut aller de 17 volts à je sais plus combien, genre 215. Alors c'est les ampères qui font le problème hein, dans le voltage, pas les volts, mais ça fait quand même un petit chatouille. Et on peut évidemment programmer la puissance de ça. Pareil, on peut brancher dessus les applications de gestion du nombre de pas que vous faites par jour. Vous savez, toutes ces applications qui sont nées pour vous encourager à faire plus de sport, etc. Donc là, on est dans cette volonté d'essayer de sortir un peu du système qui nous a conditionnés. C'est ce que je vous disais au début, cette simplification du web, toutes les applications qui sont nées, vous ne voyez pas la machine derrière, mais quelque part ça a entraîné un conditionnement. Les défensifs de sortir de ce conditionnement avec des objets un peu farfelus, il faut bien le reconnaître, qui font flipper ou qui sont géniaux, je ne sais pas, avec des objets comme celui-ci. Alors, on va passer à une autre innovation, un autre type de comportement par rapport à ce web, qui est le comportement des humanistes. Que Ganel, on a appelé ça les humanistes, que Ganel a présenté tout à l'heure, avec des valeurs, connaissances, curiosité, vie excitante, un monde en paix, plaisir, compétences, etc. Alors là, il y a un sujet pour eux. Alors, je dis pour eux par abus de langage, ce ne sont pas des sociotypes, toutes ces patates de valeurs, ce sont des types de comportements. C'est-à-dire que les individus naviguent entre un comportement ou un autre. On ne les met pas dans des tiroirs, c'est vraiment, ça fonctionne véritablement comme un flipper. Un individu navigue entre tous ces groupes de valeurs, avec des dominantes éventuellement parfois. Ce type de comportement est relatif à une inquiétude sur la connaissance qu'on a du web, donc il fait suite à ce que je vous expliquais tout à l'heure. On veut avoir droit au chapitre, on veut être capable de s'exprimer. Et ça s'incarne dans des choses de la vraie vie qui n'ont rien à voir avec le web. Là, vous êtes devant une innovation qui a été installée aux États-Unis en novembre 2014, à New York, dans Manhattan, il y avait des élections locales. On a proposé à tous ceux qui souhaitaient voter blanc de venir voter, donc il y a eu toute une logique d'activation sur le web, sur les réseaux sociaux, etc., de venir voter dans un isoloir qui a été créé pour l'occasion. On leur demandait d'écrire sur le bulletin blanc les raisons pour lesquelles ils ne souhaitaient pas voter. Toutes ces réponses ont été récupérées, diffusées ensuite sur le site lancé par ces étudiants en design. Il y a eu une logique d'activation derrière, on leur a donné des badges, à la fois électroniques et physiques. L'idée étant de donner une voix au chapitre, de matérialiser cette voix de ceux qui se taisent et qui souhaiteraient participer au débat. Alors, il y a des exemples purement technologiques, comme celui-ci de réaction. Vous avez peut-être entendu parler d'Amazon Killer, ça vous dit quelque chose? Non. Amazon Killer vous propose
d'utiliser le service d'Amazon pour identifier un livre qui vous intéresse, mais sans l'acheter sur Amazon. En fait, c'est l'anti-Amazon. Autrefois, vous allez, enfin même peut-être encore aujourd'hui, vous allez dans une librairie, c'est un comportement de plus en plus répandu, vous identifiez un livre qui vous plaît, vous lisez la 4e de couverture, le truc vous intéresse, vous le reposez sur l'étal, vous sortez de la librairie, vous allez sur votre ordinateur, vous l'achetez sur Amazon. Ça, c'est un comportement assez, en tout cas, qui devient classique. Là, ce qu'il vous propose de faire ici, c'est l'exact inverse. Vous allez sur le site internet d'Amazon, alors j'avais une vidéo, mais j'ai peur que du coup, voilà, ça ne fonctionne pas. Vous allez sur le site d'Amazon et il y a un petit module, un petit truc que vous devez installer sur votre ordinateur qui apparaît automatiquement aussitôt. Vous faites la recherche sur le bouquin qui vous intéresse et au moment où vous avez sélectionné le livre qui vous intéresse, vous cliquez sur le petit truc de votre navigateur web qui apparaît en haut à droite, qui ressemble à un petit A de Amazon. Et là, il liste tous les libraires de Paris, parce que pour l'instant ça n'existe que sur Paris, c'est Paris Librairie qui a lancé cette initiative. Il liste tous les libraires de Paris qui vous proposent ce livre. Il sera capable bientôt de vous géolocaliser et de vous dire bah, tu peux te rendre dans cette librairie pour l'acheter et ne pas nourrir le business d'Amazon derrière. Donc voilà, on est dans cette idée aussi de reconnexion, de lien, de physique qu'on voit de plus en plus. Autre groupe, assez intéressant celui-là, les affranchis. Ganaël en a parlé tout à l'heure, c'est le groupe qui se situait totalement à droite de la pile. Donc là on est face à un type de comportement qui n'a absolument aucune inquiétude par rapport aux GAFA, qui s'en fout royalement, hein, pour dire les choses simplement. En revanche, qui veut profiter des outils qui sont offerts par ces GAFA et éventuellement participer à leur développement. Mais surtout, vous avez peut-être entendu parler du hipster effect. Ça vous dit quelque chose, d'un article d'un mathématicien français qui est paru dans une revue de physique et de neurosciences en novembre de l'année dernière. Le hipster effect, c'est la démonstration mathématique, l'article, si vous tapez sur Google, vous le trouverez très facilement, c'est bourré d'équations. C'est la démonstration mathématique que les hipsters sont devenus mainstream et qu'ils ont un problème, c'est-à-dire qu'ils veulent se distinguer du mainstream, mais en créant ce mouvement qui est devenu énorme, ils sont en train de rentrer dans une logique de mimétisme et tous se ressembler. Bon, il y en a plein dans le quartier, il suffira de sortir d'ici pour voir qu'ils se ressemblent un peu tous. Et cette logique du mainstream, elle a été évoquée également juste après les événements de Charlie. Je ne sais pas si vous avez vu ce titre du Gorafi, qui est évidemment une blague, mais qui dit les antisystèmes inquiets de voir l'antisystème devenir un système. Et il y avait tout un article assez marrant sur le sujet, mais qui était un peu une problématique naissante après le je suis Charlie, non je ne suis pas Charlie, enfin voilà, on cherchait à se distinguer du mouvement. Charlie devenait un mouvement de masse, alors qu'au contraire ils étaient contre ces mouvements de masse. Enfin, on tournait en rond, c'était un truc dont on ne se sortait plus. Le lien avec ça, c'est que en devenant un mouvement massif, mainstream, le web avec tous les algorithmes qui sont derrière et qu'évoquait Ganaël, qui vous fait perdre en fait cette logique de recherche aléatoire qui existait peut-être autrefois sur Google, avec tous les algorithmes qui sont derrière aujourd'hui. On vous propose évidemment les liens qui sont les plus cliqués, avec un enjeu derrière, et ça il y avait eu un article paru, si je ne dis pas de bêtises, dans Wired il y a 1 an peut-être, sur l'enjeu de la sérendipité. Comment on se perd et comment on fait une découverte heureuse, comment on crée un hasard heureux quand on arrive sur Google, alors que tout est paramétré pour vous renvoyer vers les choses qui intéressent a priori plus les gens. Donc les affranchis essaient de revenir un peu à ce web primaire tout en utilisant les outils qui sont à leur disposition. Et ils ont créé, et ça c'est une innovation qui a été lancée aux États-Unis, c'est des petites choses assez amusantes. Vous pouvez être réveillé aujourd'hui par un inconnu qui va se brancher sur votre téléphone portable et qui va vous, pendant 10 secondes, ça c'est une application, vous pouvez la télécharger, hein, elle marche essentiellement aux États-Unis, donc vous serez peut-être connecté à des Américains, qui vont vous parler pendant 10 secondes pour venir vous réveiller le matin. Donc votre téléphone va sonner comme une alarme et ils vont vous dire bonjour ou vous hurler dans les oreilles. L'idée derrière tout ça, c'est que vous êtes connecté au hasard à des gens qui sont des utilisateurs du web. On n'est plus du tout dans une logique de réseaux sociaux, vous connaissez les amis de vos amis, etc. C'est du hasard total, on revient à cette idée de sérendipité au départ. Les affranchis sont aussi des amoureux du web et de ses erreurs. Là, on est devant Report Problem, qui est une initiative artistique, et j'insiste sur un point, dans le Sunoscope aussi bien que sur Sun Sun Sun, on travaille aussi bien sur des initiatives techno-scientifiques
que des initiatives d'entreprise, que des initiatives artistiques également. Il y a pas mal de créativité et d'innovation dans ce secteur-là, notamment en rapport avec le web. Là, on est devant une œuvre d'un artiste italien qui passe son temps à répertorier les erreurs de Google Maps. Donc évidemment, c'est un amoureux de Google Maps, mais pas un amoureux BA qui se concentre sur l'usage uniquement, qui va aller chercher les erreurs, qui va aller chercher dans le mécanisme toutes les imperfections qui font peut-être le charme encore de quelque chose qui commençait autrefois, qui est devenu aujourd'hui largement répandu. Donc il les signale ensuite, il en a fait une œuvre, il expose ça. Vous avez peut-être entendu parler d'un autre artiste italien là aussi, assez marrant, qui va sur Google Maps, identifie les gens. Vous savez, les gens sont floutés sur Google Maps quand on se balade dans les rues. Il imprime ça, et ensuite il va sur place, et il affiche dans la rue, sur le mur, l'énorme portrait de la personne qui a été photographiée par Google Maps. Et il le met en situation à l'échelle. Ça, c'est une volonté aussi de reconnecter, c'est un peu différent de ce dont je suis en train de vous parler, mais je trouvais ça assez intéressant, de faire de l'IRL, in real life, pour sortir un peu de l'URL. Alors on a une autre catégorie de comportement, on l'a évoqué tout à l'heure, les néo-babas avec, on a appelé néo-babas, ces valeurs d'honnêteté, largesse d'esprit, harmonie intérieure, protégeant l'environnement. On est du côté des valeurs du slow, en gros. Et qu'est-ce que ça veut dire les valeurs du slow quand on est dans le domaine du web? Ça veut dire aussi rematérialiser ce qui était digital. C'est aussi pour ça que je viens de vous parler de cet artiste. Alors on a des initiatives comme celle-ci par exemple, qui sont assez amusantes, We Love the Net. Des petits objets tout bêtes qui sont en train de se développer. Il y en a beaucoup de ce type pour rematérialiser ce qui se passe sur le web de façon assez dense. Vous avez vu des objets peut-être que vous branchez avec une clé USB sur votre ordinateur. Dès qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, ils se mettent à bouger ou ils prennent une position différente. Tout ça pour vous signaler dans la vraie vie qu'il se passe quelque chose sur la vie virtuelle. Il existe des choses qui vous permettent aussi de communiquer par les parfums. Dès que vous recevez une notification sur Facebook, on vous envoie un parfum et hop, ça remplit la chambre et vous savez que vous avez reçu un message qui mérite la peine ou pas d'être consulté en fonction de l'odeur qui parvient. Voilà, donc des choses qui sont dans cette idée de reconnexion avec le réel, de prendre plus le temps, de vivre. On a des choses un petit peu comme ça qui existent sur cette volonté aussi de déconnexion. Ça, c'est des soirées qui s'appellent les Output Club. Donc ça, c'est à Londres, me semble-t-il. Les téléphones sont interdits. Et là, il y a un véritable manifeste sur le site internet de ces soirées qui dit on est là pour profiter d'une soirée, on n'est pas là pour prendre des selfies, on n'est pas là pour prendre des photos, on n'est pas là pour enregistrer, envoyer à ses amis et se concentrer sur une vie ailleurs, mais vraiment se concentrer sur l'instant. Ça, c'est typique aussi de ce que je vous expliquais tout à l'heure, du mouvement un peu lancé, reprendre le contrôle sur sa vie, etc. Se concentrer sur le moment présent, arrêter d'être tout le temps ailleurs. C'est des choses qu'on voit émerger. Il y a un boîtier qui est destiné à l'événementiel. C'est même pas un boîtier, c'est une sorte de petite pochette qui est commercialisée aujourd'hui dans laquelle vous glissez votre téléphone portable et qui le déconnecte totalement. Et ça, c'est des choses qui sont distribuées à l'entrée de certaines soirées pour évidemment que tout le monde soit vraiment dans le moment présent. Alors, les cryptomanciers, et j'en aurais fini je crois avec cette innovation avant de passer la parole à Jean-Philippe. Les cryptomanciers, comme le disait Ganaël tout à l'heure, ce sont des utilisateurs du web inquiets et qui souhaitent revenir à l'usage primaire du web on va dire, anti-système et tout, c'est pour ça qu'on les a appelés les cryptos, mais qui sont capables d'utiliser l'outil. Tout à l'heure, en tout début, je vous parlais de ceux qui n'étaient pas capables de comprendre en ouvrant le capot ce qui se passait à l'intérieur, ce qui est généralement c'est la plupart d'entre nous. Et les cryptomanciers, en revanche, sont tout à fait capables de maîtriser l'outil. Et ayant cette capacité de maîtriser l'outil, ils cherchent à sortir un peu du mainstream pour utiliser les outils techno dont ils disposent. Alors, on n'est pas sur le Bitcoin uniquement. On est sur une innovation assez intéressante qui s'appelle Coins, que vous voyez là, Coins qui a été développé en Philippines, d'où le .ph. Assez intéressante parce qu'elle se définit elle-même comme le Western Union du Bitcoin. La diaspora philippine peut aujourd'hui envoyer des bitcoins sur des ATM, sur des distributeurs automatiques, pour envoyer de l'argent cash à une famille qui n'a pas
de compte bancaire. Le problème en Philippines, c'est qu'on a il y a une forte proportion de la population qui n'a pas de compte bancaire. Comment on fait quand on doit envoyer de l'argent? On passe par Western Union, qui prend une commission je crois, de 9%, assez significative. Et quand on connaît les salaires aux Philippines, ça devient quelque chose d'important. Donc, CoinsPH Philippines a décidé et a créé cette interface qui permet aujourd'hui d'envoyer via le système Bitcoin du cash directement en ATM. En gros, vous recevez un SMS, vous vivez aux Philippines, vous recevez un SMS de la personne qui vous envoie l'argent avec un code spécial. Vous allez sur le distributeur automatique, vous rentrez ce code, vous vous identifiez, vous avez un numéro spécial, etc. et vous tirez du cash, des dollars, enfin des pesos au final. Donc convertir ce Bitcoin, voilà, encore une façon intéressante quand on maîtrise les outils avec tout l'enjeu que ça implique derrière. Alors, on a aussi sous nos scopes un certain nombre d'interviews de dirigeants de start-up. Il y a Jérémy Zimmerman, le cofondateur de la Quadrature du Net. Clément Boutel, cofondateur d'un nouveau journal alternatif assez intéressant. Et Jean-Philippe Marie de Chastanet, directeur de Touareg, à qui on va donner la parole maintenant. Spécialiste du web, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, à qui on va poser plein de questions super compliquées. Elle est super difficile. On va poser les questions, c'est moi qui pose les questions. J'avais oublié le sujet, je pense. Bonjour. Je peux te laisser te présenter en deux mots? Oui, rapidement. Je suis Jean-Philippe et je suis Google-dépendant, Apollo-dépendant, Internet-dépendant. Je suis aussi Hipster Effect et je suis Corinne Charby depuis tout à l'heure, parce que je suis une boule de flipper entre les différents univers. Je fais partie de la première génération des purs digital natives, puisque finalement je n'ai jamais fait que de l'internet dans ma vie professionnelle et dans ma vie tout court. Finalement, je ne me rappelle plus à quelle époque j'avais pas de téléphone portable, je n'étais pas déjà avec un mail. En parallèle de ça, donc, je suis entrepreneur sur une agence de CRM. Je donne des cours en université et en parallèle, j'ai une société de maroquinerie. Ça, c'est la partie slow, où on refait tout à la main et où il n'y a pas de machine parce que c'est plus rigolo. Et puis on a mis loin de Paris parce que comme ça permet d'être vraiment slow dans un endroit où c'est calme. Et j'ai défendu un mémoire à Sciences Po l'année dernière sur le sujet des anti-GAFA, sur un questionnement initial que Étienne beaucoup, qui était: le monde digital est-il fait pour le bien-être de l'homme ou est-il le paroxysme du capitalisme? C'est un sujet hautement marxiste, donc sur la photo j'ai l'air beaucoup plus d'un hipster, j'ai mis un vrai t-shirt et des vraies lunettes de hipster, pour que celle-là marche aussi. En me posant la question de, en gros, quand j'ai commencé Internet, on faisait du cyberespace, on était tous un peu punk et un peu anarchistes, et 20 ans plus tard, est-ce qu'on n'est pas tous en train de rouler en Audi? Alors, je n'ai rien contre les Audi, hein, mais c'est juste une figure de style de quand on est punk, a priori, c'est assez antinomique. Et de travailler sur les modèles dominants, notamment, et sur le rapport qui va exister entre les dominants et le dominé à une échelle digitale. Sachant que, a priori, le modèle dominant-dominé n'a pas été particulièrement remis en cause. Par contre, qui est dominant et qui est dominé a été largement remis en cause. Et on va le voir avec des éléments aujourd'hui, qui sont de cette semaine, qu'il est peut-être encore plus remis en cause qu'on ne le pensait. Juste reprendre deux petits éléments. Internet est américain, appartient aux Américains, il l'a toujours été. Je ne sais pas si vous avez tous une image de d'où vient Internet. Internet, c'est l'armée américaine, puisque ça a été créé à DARPA, qui est la direction des projets de recherche avancée. C'est les mêmes qui sont en train d'essayer d'étudier la vie sur Mars. Donc Mars sera aussi américain, donc c'est normal que Barack défende ce qui lui appartient, et c'est vrai qu'on est tous très méchants. Et d'ailleurs, les serveurs qu'on repose, Internet repose sur l'architecture IP, d'un point de vue technique, et les DNS, et les serveurs centraux, les tout premiers serveurs DNS sont classés secret défense. Donc ça, c'est relativement simple. Le GPS, c'est exactement le même principe, ce qu'on discutait avec Luc. Quand votre GPS vous indique quelque chose d'erroné, c'est globalement, il y a un mouvement des militaires américains, et donc on reroute tous les satellites GPS sur l'armée américaine, puisqu'ils sont prioritaires, ça leur appartient. En Europe, on a Galileo, ce qui est comme l'Open Internet Project. Quelque chose qui devrait arriver un jour. Galileo, ça fait que à peu près 12 ans qu'on est en retard. Mais on va rattraper, on est 27 à courir derrière les satellites. Donc ça pose des vraies questions, et c'est ce qu'on voyait dans les études de Luc. Il y a plein de gens qui trouvent ça vraiment pas gentil ce que fait Google,
93% de taux d'usage en France, 61% qui étaient contre. Donc ça pose un vrai problème de schizophrénie totale du comportement. C'est-à-dire qu'entre la personne que je suis, l'internaute que je suis, le citoyen que je vais être, le consommateur que je peux être, a priori, il n'y en a plus aucun qui arrive à se parler. Donc ils se croisent, ils cohabitent, et ça génère un certain nombre d'effets. Après, imaginez que les GAFA sont que gentils et qu'ils sont que là pour le bien de l'humanité, peut effectivement être discuté. Juste pour savoir comment est-ce que Google a fait ses premiers dollars. Vous vous rappelez, Google il récupérait les requêtes que Yahoo ne savait pas les mettre dans son répertoire. Donc quand Yahoo n'avait pas de résultats, ça allait chez Google. C'était un tout petit moteur très gentil de jeunes informaticiens de Stanford qui étaient hébergés tranquillement dans la fac. Donc c'est Yahoo qui a filé ses premiers sous, et à la fin ils ont fini par débaucher sa meilleure pour remettre Yahoo en place, qui était donc la numéro 2 de Google. C'est toujours assez intéressant la manière dont ça se fait. Tout ça c'est fait sur une échelle qui en gros fait moins de 15 ans. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui sont extrêmement rapides. La rapidité est une des forces d'Internet, c'est ce qui fait aussi la problématique de ce qui se passe. Globalement, les GAFA créent un monde autour, au-dessus, comme un éther dans lequel on ne vivrait pas et qu'on ne verrait pas. Et notamment, les principaux éléments qu'ils ne voient pas sont les législateurs et les politiques. Ce qui pose des vrais soucis, c'est ce qu'on fait. Nous, on a l'Open Internet Project, on a des gens qui se réunissent régulièrement pour savoir quelle est la date de la prochaine réunion pour en discuter. Pendant ce temps, effectivement, dans la Silicon Valley, ça avance. Ça avance vite et ça avance sur à peu près tous les sujets. Donc, tout ce qui était du domaine du surnaturel ou de l'hypothèse de travail il y a encore 5 ans, a priori, il y a un prototype quelque part dans un labo qui tourne. C'est un vrai enjeu, puisque cet effet de myopie, presbytie, qui joue en permanence dans notre vie, a tendance à déformer totalement la manière dont on est en train d'envisager le monde. Juste pour reprendre un élément, on a vu qu'Amazon était un libraire. Est-ce que vous savez la part de chiffre d'affaires de la librairie en ligne chez Amazon? C'est 7%. Amazon, c'est surtout le premier hébergeur dans le cloud au monde. Il est 5 fois plus gros que ses 14 successeurs additionnés. Donc il est d'abord un vendeur d'infrastructures avant d'être un vendeur de livres. Donc pour tuer Amazon, le premier truc c'est d'arrêter le cloud. Alors, juste une blague physique, et puis après je laisse parler Alexis, il va craquer entre Ganel et moi. Vous savez ce que c'est qu'un nuage en physique? C'est un état métastable. Métastable, ça fait très chic, mais ça veut dire qu'en gros, une toute petite perturbation, ça vient générer soit de la grêle, soit un orage, soit quoi que ce soit. Ça marche assez bien sur l'image du cloud. Parce que imaginez qu'en mettant mes données sur 124 serveurs que je ne connais pas, un jour je vais les récupérer, relève un tout petit peu de la magie de l'état métastable. Vous pouvez faire un exercice dans la vie réelle, vous prenez un billet de 100 €, vous le divisez en 100 petits morceaux, vous le donnez à 100 personnes que vous ne connaissez pas et vous allez acheter une paire de chaussures à 100 €. Et vous leur demandez bien entendu d'être là tous au même moment. Vous venez de créer le clown nu. A priori, vous n'aurez peut-être pas la paire de chaussures et vous avez peut-être perdu 100 €. Mais c'est pas grave parce qu'en même temps, c'était sympa. Et puis, finalement, vous avez réduit le risque à 1%. Chaque personne ne représentait qu'1% du risque. Donc vous avez bien travaillé sur la réduction du risque de perdre votre argent. Sinon, si vous perdiez le billet, vous perdiez 100 €. Sauf que ça marche que quand c'est anti un billet. Vos données, c'est à peu près pareil, votre vie, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que quand vous enlève un tiers de votre vie, vous avez un vrai problème. On appelle ça un amnésique dans la real life. On appelle ça quelqu'un qui a perdu un backup sur Internet. Ça revient un peu à ça quand même. Voilà, donc maintenant je dois raconter. Ah non, j'adore, avec toi, il n'y a pas besoin de poser de questions, ça reste un peu tout ça. Non, à un moment, tu nous parlais dans l'interview d'éducation au web, d'éducation au digital, en nous disant qu'on apprenait à utiliser l'outil, mais qu'on n'apprenait pas du tout l'esprit critique qu'il y a peut-être nécessaire. C'est ce qu'on avait évoqué. Le principe d'un algorithme de Google, c'est est-ce que vous connaissez pourquoi Google vous affiche tel résultat? Non, et de toute manière, Google change tous les 3 mois. Donc à partir du moment où on a 90% des internautes qui cliquent dans les 4 premiers liens, la question de l'esprit critique ne se pose pas. Quand vous étiez plus jeune, ceux qui ont 20 ans, qui ont connu l'époque où on achetait de la presse, quand vous achetiez un journal, il y avait un événement qui était traité sous un angle de vue qui correspondait à un point de vue d'un journaliste, d'un directeur éditorial. Google a un point de vue, sauf qu'on ne vous le dit pas. Quand vous achetiez l'Humanité, a priori, vous ne pouviez pas imaginer qu'ils allaient dire du bien de la bourse. C'était pas possible et vous le saviez dès le départ, c'était clairement exprimé. La problématique qu'on va avoir là, c'est que sur tout un tas d'outils, on n'a pas ça. On le voyait avec les tétons,
qui est le problème principal de Facebook, qui a un vrai problème avec le sexe. Apple a un problème avec la religion et le sexe. Apple, quand on prend les reviews, l'analyse, le modèle d'analyse des applications, parce que Google vous dit si une application a le droit d'être... Apple. Chez Apple, ou pas. Sachant que vous avez le choix entre l'Apple Store ou le Google Store. C'est-à-dire une pléthore d'options. Apple vous dit, si c'est écrit texto, hein, je vous le traduis, mais vous pouvez le retrouver. Si vous voulez parler de la religion, faites un livre. Si vous voulez parler du sexe, écrivez une chanson. Nous, on a des enfants qui viennent télécharger plein d'applications, on se doit les préserver. Alors, ça pose un problème sur le modèle parental. A priori, mes fils ne téléchargent pas plein d'applications et si on contrôle un tout petit peu, on peut y arriver. 2, ça pose un problème de la manière dont on voit le monde. Donc, chez Apple, le monde, il ne doit pas heurter. Parce que finalement, le modèle qui est vendu, c'est ça. Il ne doit pas parler de religion. Ça fait peur. Et il ne doit pas parler de sexe. Ça fait peur. C'est de l'intime. Quelle est la chose la plus intime que vous avez a priori dans votre quotidien? L'endroit où il y a toute votre vie dedans. Un iPhone, ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, il ne faut surtout pas en parler. Il y a un autre sujet qu'on n'a pas le droit de faire chez Apple, mais ça, c'est pas dit non plus. C'est si Apple a un produit concurrent, vous n'avez pas le droit d'avoir un produit concurrent à Apple dans l'Apple Store. C'est interdit. Ça pose quand même une vision particulière du monde. Et donc toutes ces sociétés-là ont une vision du monde. Les algorithmes sont fabriqués par des êtres humains. Il ne faut pas se leurrer, hein. L'algorithme il ne se fabrique pas tout seul. Vous n'avez pas un arbre à algorithme, un joli algorithme qui pousserait dans votre jardin, vous prenez un algorithme de tri. C'est fabriqué par des êtres humains. Les êtres humains ont donc un point de vue, sont non neutres. Une partie de l'enjeu de la neutralité du net d'un point de vue intellectuel. Si on ne vous explique pas que c'est non neutre et qu'on vous dit, regarde, si c'est dans les premiers liens de Google, c'est que c'est bon, a priori, vous avez tout perdu. Parce que, effectivement, il y a une primo-gagnant, c'est-à-dire que le gagnant étant toujours le gagnant, c'est ce qu'on voit sur les sites médias, où l'article le plus lu est toujours l'article le plus lu. Ça fait rigoler, mais c'est exactement ça, puisque comme il est en tête de l'article le plus lu, celui qui va cliquer sur l'article le plus lu va donc le refavoriser, et si à un moment on n'arrête pas de favoriser l'article le plus lu, on aura juste un article le plus lu qui sera l'article le plus lu. Ça se fait de manière exponentielle. C'est exactement comme c'est structuré. Le seul élément de Google, c'est que Google change les règles. Régulièrement. Alors en général, le changement des règles de Google, il n'est jamais fait par accident. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez avoir un bon référencement naturel, donc le seul qu'on pourrait ne pas payer, qui éventuellement par un hasard mystérieux vous permettrait de remonter de la 12 millionième place à la première place, c'est de bien appliquer la règle de Google. En ce moment, il faut mettre HTTPS parce que c'est sécurisé. Ça, c'est bien pour l'Internet. On va mettre une version mobile responsive parce que ça, c'est bien pour l'Internet. Alors, maintenant, on enlève les deux éléments de ça, c'est bien pour l'Internet. HTTPS, pourquoi? Parce que Google est en guerre avec les États-Unis pour savoir s'ils ont le droit de récupérer ou pas le contenu de Google. Donc, comme c'est sécurisé, c'est crypté. Quand c'est crypté, plus personne ne peut le lire. Donc, Google, il aime bien quand on peut pas lire. Parce que d'un point de vue strictement pour vous, le S, ça veut dire symboliquement sécurisé. Vous allez voir Heartbleed, qui est une faille sur OpenSSL, et vous avez Freak actuellement, qui est l'autre faille. C'est pas du tout sécurisé pour vraiment vos données. De toute manière, il y avait un article là ce matin sur Facebook où les ingénieurs de Facebook ont accès à vos comptes sans vos mots de passe. Donc l'idée que votre Facebook, ils sont un HTTPS, demandez de qui se protège. 2, pourquoi Google aime bien le mobile? Parce que Google, il a pour l'instant des parts de marché sur les recherches mobiles qui sont assez faibles, même s'il est toujours le premier qui fait toujours, mais ça ne fait pas encore du volume et ça ne lui permet pas de gagner de l'argent sur la pub. Donc globalement, si vous pouviez faire un site mobile qui permettrait à Google de redevenir un centre d'orientation important avec le vous êtes ici, vous êtes perdu, allez au guichet d'accueil, c'est Google qui pourrait lui éventuellement par accident lui permettre de remonétiser ça dans une manière où vous êtes tous dépendants, toutes les marques sont dépendantes de ça, ça serait sympa. Donc vous allez avoir des points de vie en plus. Donc les points de vie sont quand même affectés selon une logique. Ça a besoin de s'apprendre. Actuellement, quand on va dans une école, on apprend aux enfants à faire une recherche sur Google. Faire une recherche sur Google, c'est vachement bien. Mais a priori, c'est même pas le tout petit bout du début. Juste un élément, est-ce que vous savez la part du chiffre d'affaires de la publicité chez Google? Chiffre d'affaires Google monte 55 milliards, chiffre d'affaires de la pub chez Google 50 milliards. Google, c'est d'abord une régie pub, c'est pas un fournisseur d'outils. Ce qui fait cette phrase que tout le monde connaît, c'est si le produit est gratuit, c'est que le produit c'est vous. Google, on y laisse toute notre vie. Quand ils scannent vos emails, a priori, pour le coup, ils s'intéressent vraiment pas à votre vie privée. C'est juste pour voir s'il peut vous afficher des petites culottes sur le côté.
Ça, c'est la partie où il est relativement clean, parce que le volume de données serait quasiment trop important à traiter, même pour Google. À terme, pourquoi pas, mais maintenant il est capable déjà de vous trier automatiquement dans votre boîte, et ça, c'est un vrai bénéfice pour vous. Entre eux, c'est une publicité, c'est pas une publicité, c'est un fil d'information, il le fait automatiquement dans Gmail. Ça pose le problème de la simplicité. La simplicité, c'est a priori quand je peux faire quelque chose de très simple, ou que c'est fait à ma place. Ça s'appelle la simplicité chez Google. La simplicité, c'est un philosophe français qui s'appelle Alain Berthaud qui l'a développé. C'est comment est-ce que je fais croire par un processus extrêmement simple que vous l'avez en plus voulu. Sauf que derrière, il faut énormément d'ingénieurs et beaucoup d'ingénierie et de technicité pour arriver à avoir ce sentiment d'une simplicité absolue. C'est ce qu'on a tous. Le principe, c'est qu'une application, c'est simple. Je posais la question à Alexis de savoir s'il était sur Hello, puisqu'on a eu Ganaël qui en a parlé. Je ne sais pas combien de personnes sont sur Hello. Voilà, 2. Et ben, c'est à peu près le nombre d'amis que vous aurez sur Hello. C'est aussi un des problèmes du modèle web parce que Hello, c'est compliqué. Ça ne fait pas grand-chose. Il faut vouloir y aller. C'est-à-dire que là, on rentre dans une dimension de faire un acte politique. C'est le premier, en téléchargeant une application, en s'installant sur un réseau social où on va être tout seul. Non, on va être 2. 3 avec Ganaël. Je suis fait un mal. Je dans le 11e. Oui, pas dans le 11e. Vous pouvez avoir des voisins dans le 11e. Mais c'est un véritable enjeu d'éducation et c'est un enjeu d'éducation pour les marques. Le système de fixation, si vous êtes dans le marketing ou si vous achetez des AdWords, vous avez à peu près aucune idée de comment se fixe un AdWords. Donc a priori, vous payez. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit non mais si tu n'es pas présent, tu ne pourras pas sortir. Je vous intéresse un jour à aller regarder comment ça se structure les AdWords et quels sont les algorithmes qui ont fait ça et ce qu'ils ont déjà engendré. Maintenant les algorithmes d'AdWords ils sont fabriqués par des gens qui faisaient des produits financiers en 2007. Ça a bien marché sur les produits financiers, on se dit qu'a priori ça devrait pouvoir marcher sur les AdWords. Bon peut-être pas pour vous, hein. En tout cas pour Google ça devrait marcher. Donc on a tous ces éléments et on a une absence de choix total, c'est-à-dire que finalement votre téléphone portable, sur un marché français standard, à 97%, il est soit sur Android, soit sur iPhone, soit sur iOS. Ça tombe bien, vous n'aviez que 2 stores qui étaient possibles, qui étaient le Google Store et l'Apple Store. Finalement, il y a une vraie logique. Mais ça pose des réelles questions de est-ce que je suis vraiment libre ou est-ce que je me pose la question? Et cette question-là n'est plus apprise dans le digital. Il commence à y avoir des cours de Digital Humanities, il y en a un à Sciences Po, il y en a à l'Université libre de Bruxelles, je crois, il y en a quelques-unes aux États-Unis qui commencent à se poser réellement les questions, où l'endroit où on se pose le plus de questions, c'est pour l'instant aux États-Unis. Alors, les États-Unis, vous voyez comment est structuré le pays, vous avez la côte ouest et vous avez la côte est. La côte ouest, c'est là où les gens ils sont cool. Bon, alors c'est donc à la côte est que les gens se posent la question, puisque c'est à Harvard et au MIT, des grands endroits de la contre-culture mondiale, où se posent le plus de questions sur les modèles de domination qui sont induits par ça. Le principal membre de conseil d'administration de toutes les startups, c'est le doyen de Stanford. Il est dans 140 startups, dont les plus grosses bizarrement, puisqu'elles viennent à peu près toutes de Stanford. Ce qui permet de récupérer l'équivalent américain de la taxe d'apprentissage, c'est-à-dire le généreux donateur aux États-Unis à Stanford. Il n'y a pas intérêt à casser le modèle. Question? Non mais je vais me tourner vers la salle, si vous avez des questions, il est déjà 10 heures passées. C'est de la faute de Ganaël, c'est pour vous. Vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a montré, le Sonoscope, Philippe? Avant de vous remercier, sinon. Au moins une. Pour la propreté, l'hygiène, un repas chaud. Question? Si le modèle n'avait pas la gratuité, alors c'est quoi le modèle? Alors si le modèle n'est pas la gratuité, alors la question Si c'est... le modèle ne peut pas être la gratuité, parce que la modèle est gratuite. Alors inversons la question, c'est pourquoi est-ce que ce modèle est gratuit? Quelle est la fonction de la gratuité dans ce modèle-là? Parce qu'a priori, quand Internet est né, on payait à peu près tous un journal, un livre, on payait à peu près une cassette, même si on pouvait les copier, mais il fallait quand même aller chez Radio Shack ou chez Tanguy acheter sa cassette pour la copier. Quelle est l'inversion? La gratuité, ça permet une diffusion extrêmement rapide des modèles. Android est gratuit parce que quand Google a commencé à se pencher sur les OS mobiles, Apple était loin devant. Donc le premier principe qui a été fait, c'est qu'Android sera gratuit pour tous les développeurs
pour tous les intégrateurs de téléphonie qui auront pu à se poser la question de savoir si l'OS était ça. Android, c'est 60% des parts de marché en 4 ans et demi. Chrome, c'est pareil. La gratuité est un modèle de diffusion extrêmement facile. A priori, c'est toujours plus tentant quand c'est gratuit. Par contre, ça tue les autres. Le principe de la gratuité, si on l'applique de manière vraiment macro et sociétale, c'est je vous casse les genoux et après je vous vends des béquilles. Alors je vais vendre super cher les béquilles. C'est exactement ce qui se passe, puisque dans la diversité des acteurs du web, que ce soit des éditeurs ou des sites de contenu ou des opérateurs alternatifs, a priori, si eux n'ont pas les moyens d'être gratuits, ils ne vont pas émerger, ou ils vont mourir. C'est ce qu'on voit finalement dans la presse. Il y a 20 ans, 15 ans, quand on était tous jeunes, on se posait la question de savoir est-ce que Internet allait vraiment manger la presse, mais non, c'est super complémentaire. Il suffit de voir qui est le propriétaire de la presse en France. On a Xavier Niel et on a Patrick Draghi. Donc on a SFR et Free, qui sont donc les deux gros propriétaires de groupes de presse en France, avec Dassault qui fait des avions vendus en France. C'est exactement la résultante de ça. C'est-à-dire que il faut beaucoup d'argent pour pouvoir faire du gratuit. Donc si j'ai beaucoup d'argent pour pouvoir faire du gratuit, c'est qu'a priori j'ai quelque chose à vendre qui n'est pas ce que je fournis gratuitement. C'est autre chose. Cette semaine, juste pour vous redonner un exemple, actuellement on payait tous un forfait mobile. Vous aimeriez bien tous le payer moins cher parce que c'est quand même un peu lourd dans le... Et d'ailleurs quand on voit les études du Crédoc, ça a un vrai impact dans le niveau de vie des gens. Google a annoncé lundi, et Apple l'a redit mais beaucoup plus discrètement parce que c'est une problématique un peu plus compliquée, qu'ils allaient devenir opérateurs de téléphonie mobile. Quel est l'intérêt pour Google d'être opérateur de téléphonie mobile? Alors plus exactement, quel est votre intérêt que Google soit opérateur de téléphonie mobile? Ça sera gratuit. Contre 3 données et demie, a priori, vous paierez beaucoup moins cher. Apple fait exactement pareil. Ils l'ont déjà lancé en Angleterre, ça s'appelle Apple SIM. C'est une petite carte SIM, qui est une carte SIM Apple, qui permet à Apple de vous orienter sur les forfaits data les moins élevés. Donc c'est un vrai bénéfice pour vous, vous avez tout ce bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes par exemple actuellement directeur marketing d'Orange ou de SFR? C'est-à-dire qu'actuellement vous suppliez Apple pour qu'ils vous vendent ces produits au prix du marché et que vous les donniez quasiment gratuitement à vos utilisateurs. Du coup, tous les opérateurs ont largement favorisé le fait que les gens aient des iPads et des iPhones. Si Apple met une carte SIM à lui, Apple viendra voir en disant alors maintenant, le forfait de données que tu vendais à 18 €, moi je vais te l'acheter en roaming parce que je vais le mettre en concurrence avec tout le monde, puis je vais te l'acheter 2 € et tu verras, on va rester amis, quoi. Ça va bien se passer. C'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'on fabrique nous-mêmes, par la gratuité, la puissance de ceux qui vont nous écraser. On prend Google, 60% d'Android dans le monde, grosse prédominance d'Android sur les personnes à plus faible revenu. Parce qu'en général, on a un téléphone Android parce qu'il coûte 1 €, parce qu'il est fabriqué par un Chinois et qui coûte le moins cher. Donc Android, c'est plutôt une cible moins riche. En Afrique notamment, il y a pas mal de téléphones Android parce qu'il n'y a pas de licence à payer, ça coûte moins cher. En Afrique, il y a deux problématiques. Il y a peu de réseaux Internet, il y a peu de réseaux téléphoniques. Google a une solution, ça s'appelle le Loon Project. Loon Project, c'est comment est-ce qu'un ballon mis dans la stratosphère amène Internet comme un énorme Wi-Fi sur toute la zone. Une fois que mon téléphone Android, qui a lui-même comme opérateur de téléphonie mobile Google, qui n'a plus besoin nécessairement de l'opérateur local ou qui n'existe pas, passe par un Loon Project, vous avez 100% de votre information qui est totalement agrégée chez Google. C'est un vrai enjeu parce que Loon Project, c'est extrêmement, d'un point de vue humain, si on prend ça, c'est positif. Dans des zones où il n'y a pas accès à Internet, on va leur donner accès à Internet. Vous verrez dans le pseudoscope, il y a une étude qui a été menée en Inde. Il y a plus de gens qui ont accès à la téléphonie mobile en Inde qu'à l'eau potable ou à l'électricité. La vraie question à se poser, c'est est-ce que quelqu'un qui vit dans une zone subsaharienne a plus besoin d'avoir un compte Facebook que d'avoir accès à l'eau, l'électricité ou l'éducation? Ce sont des vraies questions qui sont posées par le modèle de la gratuité. Parce que c'est finalement ça qu'on leur vend. Sachant que sa chère Off Voice, pour reprendre le terme de Gannett, elle est nulle, hein, parce qu'a priori, un pasteur kényan avec 3 chèvres, le nombre de likes qu'il va faire ne lui permettra pas d'avoir une existence digitale réellement importante. Donc ce sont ces enjeux-là, et si on replace ça dans l'économie réelle, ce sont les enjeux de qui sont vos vrais concurrents. C'est-à-dire que celui qui est censé être votre partenaire, puisque c'est la posture que va avoir Google, Facebook, Apple, que tous vont avoir, et il y en a 2 autres, c'est Cisco
et Qualcomm, qu'on voit moins, mais vous verrez qu'à chaque fois que Cisco sort un produit qui va être utilisé par Apple dans ses nouveaux ordinateurs pour qu'Internet aille plus vite, la puce est produite par Qualcomm. Ça fonctionne assez bien. Il crée un monde. Pour donner juste deux informations en plus. Apple, c'est 175 milliards de dollars de cash disponible, entièrement fabriqué par de l'optimisation fiscale. Rien de mal chez Apple, mais on fait de l'optimisation fiscale. C'est un quart des ressources en cash disponibles aux États-Unis hors système bancaire. Quand on prend le modèle du Bitcoin, je posais la question à Ganaël, c'est le coin.ph, à quel coût ils prennent le Bitcoin? Le Bitcoin a une volatilité d'à peu près 20% par jour, en plus ou en moins. C'est-à-dire qu'un jour vous avez 120 Bitcoins, le lendemain vous en avez 60, vous avez 120 € avec un Bitcoin, le lendemain vous en avez 60, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Apple est en train de lancer Apple Pay, donc c'est génial, c'est ce qu'on va tous savoir parce que ça va vraiment simplifier nos actes d'achat. Ils ont déjà 800 millions de cartes bancaires, ils ont 150 milliards. Le jour où Apple veut lancer une monnaie, a priori vous ne ferez plus confiance à Apple, et je ferai plus confiance à Apple pour être stable sur une monnaie avec 150 milliards de dollars en cash derrière que sur un État qui a 2000 milliards de dettes. C'est un peu logique. Donc, c'est des structures de contre-pouvoir et ça pose des questions du modèle de demain. Si on reprend juste la Californie pour finir, et j'arrêterai sur la partie de la gratuité, parce que la gratuité elle est ségrégante. Il y a celui qui peut offrir la gratuité à l'autre. Donc l'autre devient dépendant, c'est le principe de la vassalité. Là on est dans le Moyen-Âge. On peut voir des actes barbares du Moyen-Âge dans d'autres cas. Là, on est dans le Moyen-Âge. On revient à quelque chose de divin. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous donne une espèce de bol qui est la gratuité du service que vous allez avoir. Mais du coup, il veut un peu plus de pouvoir. Donc, il y a une initiative qui est portée par des venture capitalistes aux États-Unis qui s'appelle Six Californias. Je vous invite à aller vous renseigner, qui vise à diviser la Californie en 6 sous-États. Donc un totalement cohérent qui prend San Francisco, la Silicon Valley, qui sera donc l'État le plus riche au monde avec 110 000 $ de revenus moyens. Et à côté, vous avez Sacramento, c'est-à-dire les pauvres, qui aura à peu près le revenu moyen de l'Arkansas, puisque c'est 15 000 $. Parce que, vous voyez, l'État californien n'est pas vraiment bien géré. Quand on entend ça dans l'univers dans lequel on est, c'est-à-dire cette optimisation permanente d'algorithmes, de choses où on devrait être à l'optimum sur tout, c'est ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été menée au MIT où il y en a deux en parallèle. Une qui prouve que tous les gains de productivité, le fait que vous travaillez tous individuellement mieux, de manière plus efficace, sont réaffectés à autre chose qu'à votre bien-être. A priori, tout le monde l'a croisé dans sa vie professionnelle, c'est pas forcément le bien-être qui est la valeur la plus importante. Deux, il y aura d'ici 20 ans à peu près 40% des emplois qui auront disparu. On est déjà en France. Chiffre officiel de ce matin, on a repassé la barre des 10%, on a 10,4% de chômeurs. Je prends 10,4% de chômeurs, je rajoute 40% des actifs, donc 90%, ça en fait 45, ça fait à peu près 38% en plus, ça fait 48% de chômeurs. J'invite à vous poser la question du modèle de société, quand vous aurez un État indépendant très riche qui offrira des outils très gratuits à tout le monde, avec 48% de chômeurs qui seront autour en train de regarder. Quand on prend Amazon, son principal achat, parce que Amazon fait très peu d'achats, Apple fait peu d'achats, Google en fait beaucoup, Facebook en fait beaucoup, mais Amazon et Apple sont très peu des gens qui font de l'acquisition. Amazon, l'un de ses principaux achats, c'était Kiva Ventures, qui est une société israélienne, qui fait de la robotisation d'entrepôts. A priori, ça vous permet d'être livré en 30 minutes. Ça, c'est le bénéfice client. La réalité, c'est que les gens qui travaillent dans les entrepôts, a priori, eux n'auront pas de travail. Puisque c'est exactement ce qui est déjà en train de se passer. Je veux dire, on n'est pas dans la mythologie, c'est pas particulièrement que Amazon. C'est tout le monde parce qu'il faut être optimum et livré en 30 minutes, parce que si je ne suis pas livré en 30 minutes, il y en aura un autre qui livrera en 30 minutes et qui me prendra mon business pour le même prix. Donc ça pose des questions dans nos comportements et dans la cohérence de nos comportements. Et j'arrête. Non, on était en train de se demander si on allait continuer à utiliser Amazon, Google. T'as fait un résumé des 10 derniers numéros du monde informatique. Non mais voilà. Non mais alors ça c'est la partie quand même assez pessimiste Non. mais très avec beaucoup d'acuité. Pragmatique. Non, c'est vrai. De décryptage qu'il y a dans le scope. Et il y a une autre partie du scope où moi je suis un peu moins, peut-être que je suis un peu moins pessimiste sur les alternatives et sur le ras-le-bol des gens et la perméabilité qu'ils vont créer par rapport à ces modèles-là. Vous avez beaucoup d'innovations et d'initiatives qui sont quand même résumées. Oui. Alors, vous avez la version... Bon, parce qu'il y a cette version impériale et il y a la version
où quand même Facebook j'essaie de faire la contraposée qui est difficile. Hein, tu vas y arriver, non mais tu j'ai vas y arriver. une pointe d'optimisme. Facebook a tellement peur de se faire concurrencer que dès qu'il y a un mec qui fait un logiciel de partage de photos, il le rachète à 50 milliards. Bon, on peut tout racheter en permanence, ça montre que nos ressources internes sont limitées en termes de créativité, hein, avec du cash, et puis qu'on est qu'à un clic de sortir de Facebook. Et que les phénomènes de diffusion qu'on a sur les hipsters sont les mêmes pour les sorties. Hein, il y a quand même 10 ans, au début du web, justement, on disait MSN est super puissant et j'aurais toujours besoin d'un MSN pour chatter avec mes amis. Donc, je ne sais pas si ces géants ne peuvent pas tomber aussi vite qu'ils sont venus. Et Amazon n'est toujours pas rentable sur aucune catégorie parce qu'ils réinvestissent toujours dans la catégorie suivante, certes. En même temps, Amazon publie toujours pas ses chiffres parce qu'il n'est pas coté en bourse. Hein, mais bon, Il est pour, pas depuis longtemps. Donc s'il était aussi pas rentable, il aurait déjà disparu. bah, je sais pas. Hein. Vu que c'est les mecs qui font les algorithmes et les levées de fonds que ceux qui ont fait les produits structurés en 2008, il y a aussi peut-être Il y a l'espoir. Ouais, non, il y a l'espoir. il y a une sorte d'arnaque dans la rentabilité, la performance de ces modèles. Mais bon, pour un peu contrebalancer la vision très SF, dark SF qui a été présentée, il est en ping-pong, mais il est quand même plutôt chez les cryptos, c'est-à-dire qu'il maîtrise les outils, il veut nous en montrer le danger. Et une pointe d'humanisme. Voilà. Il y a beaucoup aussi d'humanisme dans le scope et dans Zoom sur les alternatives à ce moment-là. Ça me semblait pas mal, comme je le disais en début, de se remémorer le web du début des années 2000, on est très loin aujourd'hui, mais de penser que voilà, il y en a d'autres qui le rêvent comme un espace de liberté et que les gens sont de plus en plus conscients de ce que tu viens d'exposer là, même si ça touche encore que 5 à 10% de la population, comme nous l'a décrit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a pas non plus trop démoralisé. On est toujours plus heureux quand on... Il fait soleil aujourd'hui. Quand on en sait un peu plus que 2 heures avant. Et puis, voilà, n'hésitez pas à consulter La météo, Luc, JP ou nous-mêmes pour plus d'informations. Voilà. J'espère que ça vous a plu.